on peut commencer par l'école, hein. Moi, l'école, j'ai toujours eu des soucis à l'école, hein. Déjà, j'ai redoublé 3 fois. J'étais croulé de dettes. Tu sais, je me suis retrouvé pendant 8 semaines à la rue. Enfin, je veux dire, j'allais au secours populaire pour me laver, tu vois. Ok. On a dépassé les 100 000 clients uniques. Quand même, on a beaucoup plus de clients que d'abonnés. Ton CA, du coup, en 2022, en 2023, parce que là, ça a l'air Voilà, d'être tout combiné, on est à plus de 15 millions. Bienvenue, Charlie. Merci d'être venu dans notre podcast. Merci à toi. Vrai reconnaît vrai. Je t'explique vite fait le concept. C'est un podcast qui a pour objectif de parler à ceux qui ne sont pas issus de grandes familles ou qui n'ont pas fait de grandes écoles et leur montrer des exemples qui sont un peu comme eux, qui sont partis de rien et qui ont réussi à péter le plafond de verre. Donc vraiment, c'est ça le concept. Merci encore d'être Merci à venu toi. et d'être présent. Petite anecdote par rapport à la raison pour laquelle je t'ai invité. J'ai écouté ton podcast avec Alec Henry et on s'est dit avec l'équipe, non, il faut qu'on l'ait parce que ton histoire, elle est vraiment super intéressante. Donc, n'hésite pas à nous rentrer dans les détails avec un peu de storytelling. On est preneur. Okay. Donc voilà. Et nous, tout ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant les gens. Donc, n'hésite pas aussi à parler de ce que tu fais aujourd'hui et de tes projets à venir, parce que c'est important aussi aux personnes qui vont nous écouter de se projeter et se dire que voilà, tout est possible. C'est vraiment la thématique du podcast. Je te laisse te présenter. En 3 points, essaye de parler un petit peu de ton identité. Bon, tu nous la déclines, entre guillemets. Parler de ta boîte et ta proposition de valeur. Vraiment, qu'est-ce que tu apportes? Donc moi, c'est Charlie, 33 ans, je suis né à Meaux. Okay. Et donc, je suis originaire de la Guadeloupe. Donc, j'ai grandi une grosse partie de ma vie en Guadeloupe. D'accord. Je suis revenu en France en 2012. Okay. Donc, voilà. Et je suis le fondateur et président de la société C-Factory. Donc, on fait du e-commerce. Donc, on est spécialisé dans le e-commerce et principalement dans la niche de la minceur. Donc voilà, C-Factory est propriétaire de la marque Fit Body Curve qui a été cofondée avec Ludivine Nzuzi en 2017. D'accord. Donc c'est cette marque-là qui est principalement qui est mis en avant dans la boîte, mais faut savoir que nous en fait notre spécialité c'est qu'on fait du e-commerce. Donc le base Fit Body Curve c'est pas une marque e-commerce, c'est une marque c'était du porte-à-porte. Hein. D'accord, ok. On allait toquer, voir les clients en porte-à-porte le week-end et ça commence comme ça. Et après en fin 2018, on s'est dit qu'on allait créer un e-commerce pour le développer et c'est de là qu'est née la société. Sauf que moi, principalement, je suis toujours resté sur une seule niche. Donc, on est spécialisé que dans cette niche. On ne va jamais vendre de vélo ou autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, en 2024, notre activité, on est principalement spécialisé dans les compléments alimentaires type coupe-faim, brûleur de graisse, etc. via la marque Fit Body Curve. Et on essaie de développer un groupe plus gros en rachetant quelques concurrents, des nouveaux concurrents principalement. C'est un peu la stratégie, et etc. Ok, top. Voilà. Alors, magnifique pour la proposition de valeur. On comprend ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Revenir un peu sur la jeunesse, parce que, comme je t'expliquais, le but du podcast, c'est de montrer finalement aux gens comment tu pars, entre guillemets, d'un milieu modeste et tu arrives à créer une boîte qui aujourd'hui est visible, qui cartonne. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Qu'est-ce que tu as fait à l'école? J'ai compris que tu étais né donc, du coup à Meaux, en banlieue, mais tu es parti au bled en Guadeloupe et tu es revenu. Donc, raconte-nous un petit peu déjà ça. Qu'est-ce que tu as fait? Bon élève, pas bon élève? Ouais. Alors, on peut commencer par l'école. Hein. Moi, l'école, j'ai toujours eu des soucis à l'école. Hein. Déjà, j'ai redoublé 3 fois. J'ai redoublé que les classes en plus importantes. Donc, 6e, 3e, seconde. Donc, plus que moi. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas de. Ouais, j'ai un pote, il a redoublé 5 fois. Il a vendu sa boîte il n'y a pas longtemps en plus. Tu vois, c'est assez marrant. Non, j'ai eu un rapport avec l'école qui était très compliqué. Non pas parce que je ne pouvais pas être un bon élève, c'est parce qu'en fait, j'étais désintéressé par l'école depuis le très jeune âge. J'ai toujours eu un souci avec l'autorité. Donc, je pense que ça, c'est un problème caractériel que j'avais depuis petit. Et pour résumer un peu mon enfance, donc, mes parents, en fait, sont tous les deux guadeloupéens. Donc, ils sont venus en France durant la fameuse période du baby-dom. Comme les miens. 90. Pareil.
Et ils sont repartis, et moi je suis reparti avec eux. Donc mes grands frères et sœurs eux sont restés ici. Donc je suis reparti très jeune et j'ai grandi principalement en Guadeloupe. Où Donc, ça, en Guadeloupe, quelle ville? Gosier. Gosier, ok, Voilà, ça bouge le bien, Gosier. Gosier. Ok, J'étais d'accord. entre Gosier et Pointe-à-Pitre principalement, D'accord. c'était ma zone. Ok. Donc voilà. Donc enfance très très modeste, hein, parents. Ce que j'allais dire, tes parents, ils faisaient quoi? Est-ce que c'était des Ouais, gens qui étaient ma mère, qui étaient elle a travaillé dans le public. Ok, Aujourd'hui, ils sont ouais, retraités, mes parents. ok, ouais. Donc, elle a travaillé dans le Un peu public. classique pour les Ouais, Antillais, pour comptable beaucoup public. d'Antillais. Comptable public, elle était dans la comptabilité. Ouais. Elle a travaillé un peu dans le privé, mais beaucoup dans le public. Et mon père était mécanicien, D'accord. donc pour moto, voilà, principalement. Ok. Et du coup, tu te retrouves à revenir en France. T'as quoi comme projet? Tu veux lancer Alors, en quelque fait, chose? ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui m'a motivé Ouais. déjà à partir. C'est qu'il faut savoir qu'aux Antilles, on est dans un climat social qui est très très compliqué Ouais. en ce qui concerne le travail. Là-bas, c'est beaucoup de filons. Hmm. Donc, j'irai pas dire comme beaucoup qu'il n'y a pas de travail, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. C'est clair, c'est On clair. est beaucoup à chercher souvent la même chose. Donc oui, si tu veux faire un travail de manutentionnaire en intérim, c'est possible, tu trouveras du boulot. Hmm. Mais même dans ces branches-là, pour décrocher un CDI, ça peut être compliqué. Alors imagine si tu veux te développer dans quelque chose de, Non, de mais plus concret. ça fait partie des régions où il y a le plus gros taux C'est ça. de chômage. C'est ça. Et effectivement, vu la taille Et des sans îles, diplôme, c'est ouais, encore pire. c'est encore Donc pire. moi, j'ai rien, j'ai juste un bac pro que j'ai eu très tard en plus. Ah, Donc, t'as eu le bac? Moi, je l'ai pas eu. J'ai Bravo à passé un toi. bac pro, c'était pour faire plaisir Aux parents. aux parents, Ouais, vraiment. bravo. Vraiment. Et c'était quoi ton bac pro, du coup? Bac pro électronique. Ah ouais, moi, j'ai fait l'électrotech. Tu Voilà, vois? électrotechnique, électronique, voilà. C'est magnifique. Donc, moi, j'ai eu un parcours scolaire très compliqué. J'ai fait beaucoup de conneries aussi, étant plus jeune. Bon, faut savoir, aux Antilles, le chemin entre Ouais, la rue et le bon bon chemin, chemin, c'est c'est le même, en quoi? fait. Ouais. C'est le même qu'on emprunte. On Ouais. emprunte le même bus. Donc, c'était assez complexe à ce moment-là. Et à un moment donné, il a fallu se remettre sur le droit chemin, retravailler correctement, essayer de faire quelque chose de concret. Et du coup, le départ en France. Ça participe à ça. Alors, il faut savoir aussi, il y a pas mal de potes aussi à moi. On est Ok. tous partis quasiment en même temps. Ok. Donc, c'était un peu après LKP. Donc, suite aux grèves Ouais, de grève, LKP, c'est grosse vrai grève, que ça a été ouais. très compliqué en Guadeloupe. Donc, les grèves qui avaient eu lieu en 2009, il me semble. Donc, les 44 jours, moi, j'étais en Guadeloupe pendant ce moment-là. Et moi, j'ai perdu mon boulot aussi que j'avais en intérim là-bas pendant cette période-là, dû au LKP. Et après, ça a été hyper compliqué, quoi. Pour un peu imaginer Ouais. ce que tu dis sur la Guadeloupe, on a entendu pas mal de scandales ces derniers temps sur des L'eau. problèmes d'eau. Ouais. C'est-à-dire que comment, C'est réel. dans un endroit qui se dit un territoire français, on a des familles qui se retrouvent sans eau. Moi, j'ai Alors moi, à cette époque-là, il y avait de l'eau. Ouais. On n'avait pas de problème d'eau à cette Pas- époque. pas trop C'était d'eau, très, voilà. très rare. Très rare. Ouais, ouais. Des coupures d'eau, Ouais. des coupures d'électricité. Et Ouais. donc, du coup, quand on voit le reportage où ils te disent que dans certaines villes en Guadeloupe, pendant le Covid, 1 semaine, 2 semaines, pas avoir d'eau, C'est réel. c'est fou. Aujourd'hui, si tu n'as pas de citerne et un surpresseur pour la pression de l'eau, tu n'as pas d'eau chez toi, quoi. Parce Ouais, qu'il coupe et- une fois sur deux, il faut espérer qu'il pleuve assez, il faut essayer que la citerne soit remplie. Enfin, en temps de sécheresse, c'est compliqué. Enfin, c'est un problème qui est réel, hein. Et du coup, quand vous partez, et tu disais qu'il y avait pas mal d'amis qui sont partis au même moment que toi. Quasiment au même moment. Ouais. Ouais. Pour Le les mêmes projet- raisons. Le projet, c'est pour les mêmes raisons, mais le Ouais. projet, c'est de revenir ou c'est de tenter son aventure en France? Le projet, très sincèrement, c'est qu'il n'y avait pas de projet. C'est qu'il n'y avait pas de projet. Le projet, c'était essayer de faire quelque chose de concret qui ne nous envoie pas derrière les barreaux, quoi. Ouais. Et faire de l'argent proprement. Et on s'est dit, moi, je gagne de l'argent depuis que j'ai 16 ans. Ok. Donc, j'ai quasiment jamais rien demandé à mes parents. Ok. Mes parents n'avaient rien de façon à me donner. Petit boulot, tu commençais à 16 ans, débrouille. Toutes sortes de choses, Ouais. la débrouille, quoi. Et du coup, j'ai eu un rapport à l'argent assez tôt, qui était plutôt positif, mais j'en faisais rien, en fait. Ok. Pourquoi? Ok. Parce que il n'y avait pas forcément gros chose à faire, et puis trop jeune, pas de maturité, Pas d'éducation entourage, financière. pas d'éducation financière. Faut savoir que nous, dans notre famille, on a juste un oncle. On appelait un peu l'oncle riche. Donc, je ne citerai pas son nom ici, mais qui a une entreprise assez connue aux Antilles, D'accord. qui a bien cartonné pendant une bonne trentaine d'années. Mais c'est tout. Donc, pas de relation directe avec ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mais le business et l'argent, en règle générale, ça fait très longtemps que j'y touche du doigt, mais jamais de manière concrète. Et dis-moi, qu'est-ce qui a pu te motiver à aller vers l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le fait de se dire, OK,
je vais arrêter de faire des choses qui sont border, Mm. je vais mettre des choses qui sont carrées. Parce que Ouais. moi, je ne vais pas te mentir, moi, c'est vraiment cette motivation-là. Et aussi, parce que je regardais ce que faisaient les Américains, je regardais les rappeurs qui faisaient de Ah, l'indé, mais tout. et ça me Tout. motivait à me dire, bah, je peux aussi. Alors, je ne sais pas si ça te parle, ce que je te dis, mais Si, si, ça me parle très bien. Alors, tout, il faut savoir qu'aux Antilles, on est très, très inspiré par ce qui se passe aux aux États-Unis. États-Unis, bien sûr. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la culture, en règle générale, on est très attiré par le côté bling-bling, les belles choses. Moi, je suis passionné de voiture aussi. Ok. Donc, raison très simple, depuis tout petit, je me souviens, je regardais avec mon père le dimanche, on regardait Turbo. Donc, pour ceux qui ont la ref. Ouais. Et chaque fois, on était comme des fous à regarder des mecs dans des bagnoles, des Ferrari, des Lambo, etc. Et mon père, je me souviens de son discours, qui a beaucoup évolué aujourd'hui, hein, mais Mm. qui croyait pas, qui disait ça, c'est pas pour nous, quoi. Ça, j'aime beaucoup, mais j'y arrive pas. Pourtant, lui, il a travaillé dans la mécanique moto et des sportives, il a réparé, enfin, il a eu Touche à affaire pas à mal de plein de choses. stars et tout. Enfin, c'était un très, très bon mécanicien chez Honda. Et du coup, il s'est jamais dit je peux le faire moi-même ou je peux avoir mon truc. Voilà. On n'a pas eu en fait ce rapport au business, on l'a pas eu. On va dire les patrons, c'est les patrons. Donc les gens riches, c'est les gens riches. Et il y a nous, on va Ok. dire. Mais Ouais, alors, mais jamais de haine. Il n'y a jamais eu de bien discours à la sûr. maison en disant ouais, le Les patron, c'est un autres. bâtard, Ouais, bien sûr. etc. Mm. Non, non. Nous, à ce niveau-là, j'ai plutôt été bien cadré là-dessus. Par contre, pas d'éducation financière particulière. Ça a été très basique. C'est fait des économies, va à l'école, tout ce qui m'intéressait pas en fait. Moi, il me disait quoi? Passe des concours. Ouais, voilà, passe des concours. Passe des Donc concours. clairement, moi, mon bac pro, je l'ai passé en plus dans un lycée de correction, Mhm. donc en Guadeloupe. Donc je peux te dire, je l'ai passé vraiment, c'était vraiment pour faire plaisir. Mais c'était des belles années. Bah ouais, tu Donc m'étonnes. ouais, arrivé en France, pas de projet concret. Ok. 2012, en mai, pas de projet concret. Le projet, c'était d'essayer de... Moi, j'ai un background informatique. Donc c'est la Ok. seule chose qui m'a toujours intéressé, c'est les ordinateurs. Ok. Donc c'est un oncle à moi qui avait ramené un ordinateur un jour à la maison. Ouais. On n'avait même pas Internet et tout. Et du D'accord. coup, je passais ma journée dessus. Et du coup, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Et en fait, bah, j'ai eu un background informatique sans diplôme. Et j'ai toujours réussi à travailler parce que j'étais plutôt bon. Donc, Ok. je savais tout faire. Démonter, réparer. Donc, au fur et à mesure, en fait, j'ai évolué comme ça. Même en France. Ok. J'ai trouvé des boulots dans le réseau. Parce que j'avais pas mal de compétences dans le réseau informatique, etc. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai travaillé à 100% dans l'informatique. Ok. Donc le rapport à l'entrepreneuriat, il n'y en avait pas forcément, mais le rapport à ce que je fais aujourd'hui, il y en avait un direct, c'est que j'ai été me diriger vers quelque chose que je faisais déjà, en fait. C'est-à-dire aller travailler sur Internet. Moi, je voulais toujours travailler sur Internet. J'ai toujours eu cette attirance vers Tu t'es le dit, côté remote, etc. tu t'es dit, je vais aller vers un mode de travail où je prends plaisir et Et être libre. que je suis à l'aise Ouais, pour c'est être ça. libre. Ouais, C'est ça. ouais. Donc, je suis vraiment tombé par hasard. Mon premier lien avec l'entrepreneuriat, ça a été en 2016 avec mon ancien patron qui était un peu un mentor. Alors ça, c'est un truc, j'en ai jamais parlé, et qui lui, en fait, avait ses business à côté. Donc, il travaillait, en fait, avec nous. On avait une petite équipe de 4. On travaillait pour Chanel à cette Ok. époque. Et on faisait de la sécurité pour les boîtes mail. D'accord. Donc c'était assez marrant, on a fait des trucs vraiment cool et tout. Et lui, il avait sa boîte à côté et il était, lui, dans l'informatique. Donc il était, en fait, il a une boîte de consulting. Et chaque fois, il me disait, ah bah là, je quitte ce boulot-là, je vais là-bas. Et je lui disais, ah, je comprends pas et tout. Il me dit, ah mais si, il faut faire les deux. Et je lui dis, mais pourquoi tu travailles toujours? Il me dit, c'est parce que je veux faire de l'immobilier, ça va plus vite et tout. Et au final, en fait, au fur et à mesure, en fait, de parler avec lui, il me disait, mais ce mec-là, en fait, il a rien de plus que moi. Enfin, moi, je sais faire ce qu'il Là, tu sais fait. faire ce qu'il Je fait, sais bien très bien sûr. compter. Je suis Ouais, peut-être ouais. pas bon en maths, mais je sais compter de l'argent, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, je sais faire des trucs aussi. Et du coup, bah, bêtement, en fait, mon premier lien en fait, avec l'entrepreneuriat, c'était sur Internet, en tapant des choses. Ok. Bah, tu sais, tu as des besoins. À un moment Ouais, donné, ouais, tu grandis. ouais, tu te dis. Tu as des besoins, tu veux t'acheter une voiture, enfin, je sais pas, tu veux faire un voyage ou quoi. Puis tu commences à taper. Tac, tac, tac. Recherche. Comment, franchement, j'ai pas honte de le dire, moi, hein. Mm. Comment gagner des sous, comment devenir riche, Riche. des trucs à la con. Ouais, Et là, mais- tu tombes sur des trucs. Et moi, j'ai tout de suite été voir ce qui se faisait de l'autre côté de l'océan, donc plus Ok. chez les Américains. Ok. Et en fait,
le souci que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'avais pas d'argent à investir dans des formations Ouais, est-ce que c'est un ou coût? autres. C'est un coût. Par C'est contre, important, mais ça coûte cher. tout ce dont il parlait, bah, en fait, je le comprenais tout de suite et je me rendais compte que je le pratiquais déjà d'une manière un peu différente, mais je le pratiquais déjà. Ok. Travailler sur Internet, en fait, ça a été hyper logique pour moi. Je me suis dit, je veux gagner ma vie avec Internet. Avec Internet. Le temps est passé et j'ai eu des épisodes de vie un peu particuliers qui fait qu'en 2017, je me suis retrouvé pendant 8 semaines à la rue. Donc, j'étais Ouais, pas totalement à la rue. ce que j'avais entendu du coup. dans Ouais, le c'est ça. podcast. Ok. J'étais pas totalement à la rue. Je vais pas dire que j'étais sous un pont. Hmm. J'avais encore un travail, un petit boulot et j'avais encore ma voiture. Donc, Ok. c'est ce qui me restait, on va dire. J'étais croulé de dettes à ce moment-là en Ok. plus, donc beaucoup d'erreurs financières, surendettement, des crédits conso, des crédits bagnoles pour des bagnoles que tu n'as même plus, etc. etc. Est-ce que c'est parce que tu arrives ici et tu te dis, il n'y a pas les parents, c'est la vie d'Aloca. Bah, moi, je je me suis jamais trop occupé de ce que mes parents y pensaient. Hein. Donc, profite. ouais, d'ailleurs, voilà, quand je suis parti ici, ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient Hein, pas donc, d'accord. j'ai Ouais, payé ouais. moi-même hein, le billet. Hein. Ouais, C'était bien un sûr. aller sans retour. D'ailleurs. Sans retour. Ouais, ouais. Ok. C'était la débrouille. La débrouille. Vraiment. Et Ouais. du coup, du coup, tu fais tes expériences et tu vois que c'est pas si. Il y a des trucs qui marchent et des trucs il y a qui marchent pas. Voilà. C'est ce qu'on se disait. Donc ça n'a pas marché. Donc je me suis retrouvé en fait dans cette situation-là. C'était assez complexe, plus moralement, parce que tu te retrouves vraiment seul à ce moment-là. Donc j'ai appris réellement à me connaître. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu du coup un déclic de me dire, je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation comme pareille. ça. Voilà. Donc j'ai eu des situations aux Antilles de vie que je voulais plus me retrouver dedans. Ouais. T'es parti Et du là-bas coup, pour moi. quelques années plus tard, j'avais l'impression en fait de retomber dans un gouffre. Donc je me suis dit en fait, c'est quoi? C'est ma destinée, c'est de foutre la merde ou de me retrouver dans la merde, tu vois, si on peut le dire comme ça. Et là, en fait, comme je t'ai dit, hein, le seul truc qui me restait, c'était mon boulot. Et j'ai réussi à remonter la pente plus ou moins bien. Ok. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé. Ok. Donc voilà. Donc tout s'est mêlé à ce moment-là. Donc l'associé. Du coup, tu as envie d'entreprendre. Tu te dis, écoute. C'était t'es sur déjà assez Internet. clair, pas forcément entreprendre, mais c'était clair que. Parce que tu regardais les vidéos, tu regardais les. Ouais, les mais ça, contenus, c'était tu savais quelques mois avant. Mais si tu veux, c'était de manière un peu. Je regarde pas. C'est-à-dire, je m'y intéressais de loin. Ok. Mais c'était déjà dans ma tête. Ok. Ok. Mais j'avais pas de plan. Je savais Ok. pas qu'est-ce que je voulais faire. Comme quoi. J'avais pas de plan. C'était là. C'était dans un coin de ma tête. Je me dis, ah, mais ça, je sais faire, etc. Pourquoi pas? Je vais faire un petit truc. Cet épisode-là m'a vraiment marqué au fer rouge de me dire, en fait, tu as besoin d'argent sur cette terre. Tu as besoin de gagner ta vie. Mais tellement. Mais le problème, c'est que moi, je suis issu d'un milieu modeste. J'en prends pas ça comme une excuse. Par contre, j'ai pas de diplôme. J'ai pas de talent particulier. T'as pas de réseau. J'ai pas de réseau. Ouais. J'ai juste utilisé un ordinateur. Ok. C'est la seule chose que je sais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça suffisait pas pour gagner sa vie dans un travail classique. Et c'est là où, en fait, j'ai compris que si je voulais faire ce que je voulais faire, il fallait que je le fasse pour moi. D'où la voie de l'entrepreneuriat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai beaucoup de personnes, des jeunes, même aux Antilles, même ici en banlieue, que je croise beaucoup, qui veulent faire des trucs pour gagner de l'argent. Mais ce que j'essaie de faire comprendre par là, c'est que ce n'est pas forcément la voie qui vous est prédestinée. L'entrepreneuriat, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, si il y a des trucs que je ne referai pas, clairement. Il faut pouvoir apprécier l'inconfort. Il faut pouvoir apprécier l'inconfort. Je vais te donner un truc, une petite anecdote marrante. Quand j'étais dans ma voiture, il y a des moments où j'étais pressé d'y aller. Parce que j'étais tranquille. Tu vois, cette tranquillité de te dire, tu dois rien à personne. Voilà, tu es tellement bas qu'en fait, il peut rien t'arriver plus de mal, tu vois, à part peut-être ne plus avoir de voiture, tu vois. Enfin, je veux dire, j'allais au secours populaire pour me laver, tu vois, pendant cette période-là, tu vois. C'est chaud. Ouais, donc c'était vraiment chaud, mais il me restait quand même de l'espoir. J'étais actif, donc j'avais au moins cet honneur-là de me dire, je me lève le matin, je tiens. Faut juste pas lâcher, quoi. Et du coup, d'où vient... parce que là, tu nous parles de cette situation-là, mais là, il y a plusieurs marches à franchir avant de se dire de... Ça a pris une bonne année. Voilà, comment tu fais? Vas-y, raconte-nous du coup. Ça a pris une bonne année. Du coup, dis-nous comment
ta décision alors peut-être pas décision par décision, mais quelles sont les grandes décisions que tu as prises qui ont fait que... Mon associé qui m'a beaucoup aidé aussi Ouais, à remonter la pente, moralement surtout, qui m'a beaucoup soutenu. ouais, Donc moi j'ai repris le chemin en fait du boulot, tout ok. simplement. Au fur et à mesure, je me suis reconstruit. Et en fait, j'avais l'impression de reculer encore. Je me dis, ok, en fait, comme je t'ai dit, j'étais mieux Et dans ma voiture. bien sûr. C'était bizarre, hein, c'est Ouais, assez bizarre mais t'étais comme libre. sentiment, mais j'étais libre. Et là, j'avais l'impression en fait de devoir refaire face à mes problèmes. Et je me dis, mais en fait, les problèmes que j'ai aujourd'hui, je pourrais jamais les régler en faisant un 9-17. Je pourrais jamais les régler en faisant que ça. Et surtout, je pourrais jamais les régler en faisant un truc que je n'ai pas envie de faire. Donc, c'était même plus une question d'argent. C'était une question de, je me lève le matin, je vais travailler pour quelqu'un, et j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être là. Et là, du coup, ça, en fait. c'est revenu dans ma tête. Ouais. Et là, j'ai recommencé à m'intéresser, mais de manière plus concrète. Et j'ai dit, ouais, ok, je sais qu'est-ce que je veux faire. Je veux travailler sur Internet. Qu'est-ce que je veux faire sur Internet? J'en sais rien, mais je vais travailler sur Internet. Et là, c'est là que je suis tombé sur ce qu'on appelle le e-commerce. Ok. J'ai découvert le e-commerce avec les Américains. Et du coup, je me suis intéressé de très très près au fonctionnement en fait, de ce système qu'est le e-commerce. C'est un truc que je connaissais beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup... Non, je connaissais de très près parce que j'ai beaucoup consommé en fait sur Internet. D'accord, ok. Pas forcément en plus avec... par les moyens classiques, c'est-à-dire même pas forcément sur Amazon ou ces discounts. Moi, je fonctionnais beaucoup sur le dark web, en fait, Ok. à cette époque-là. Donc, on Ok. achetait des Ok, articles, on achetait des choses en Bitcoin. Ah oui. Tu vois, donc mon rapport, en fait, à Internet, Internet. et au e-commerce, il s'est fait par la petite porte, on va dire. Et du coup, si tu veux, les tenants et aboutissants et les petits secrets, en fait, de ce truc-là, de ce milieu-là, je les connaissais déjà. Ok. Donc du coup, ça a été très facile pour moi et ça a été très logique pour moi de me diriger vers le e-commerce. Sauf que j'avais pas de fonds pour me former, comme je te dis. Donc en gros, à ce moment-là, j'ai exploré tout YouTube. Ok. J'ai regardé tout YouTube. Je pense c'est tout. Enfin, Pendant cette période-là, t'as tout vu. à un moment, Tout. tu sais, je cherchais les vidéos et tu sais, il y avait la barre rouge là, Ouais. et tu sais, la barre était tout le temps au Tout fond drôle. parce que T'avais tout regardé. j'avais déjà tout vu, quoi. Ok. Et à force en fait, et c'est là où j'ai compris que l'information, elle est gratuite aujourd'hui. Ok. Alors, c'est pas un message contre les formateurs. Ce que Bien je veux sûr, dire, c'est bien sûr. qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, en plus, aujourd'hui, il y a ChatGPT. Enfin, Ouais. là, on est en 2024. Même sans YouTube, t'as Google. Avec juste Tout. Google, une recherche, Tout. tu peux trouver. Moi, j'aime pas énormément. lire. Voilà. Il y en a qui aiment lire. Ouais. Moi, j'aime pas lire. Moi, Tu- je lis pas. Tu vas écouter des Mais choses. aujourd'hui, tu peux écouter Ouais. les Tu livres. vas écouter les livres. Donc, bien sûr. je lis des livres. Quand on me dit est-ce que tu as T'as lu lu ce ce bouquin, livre? je dis Tu l'as ouais, écouté. je l'ai lu. Je l'ai pas lu, je l'ai Je l'ai écouté. écouté. Ou tu écoutes un résumé, tu vois. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Et à ce moment-là, déjà, en 2017-2018, il n'y en avait déjà pas. Je me suis rendu compte à quel point beaucoup de choses étaient faciles. J'ai découvert Shopify, le e-commerce via Shopify. Et c'est là où je me dis, mais enfin, c'est... Et tu quoi, Pourquoi j'ai pas découvert ça avant, quoi. tu fais du quoi? Tu fais du dropshipping? Parce que du coup, quand tu me dis que tu n'as En pas fait, de moyens au début, comment tu fais du coup? je me suis intéressé au e-commerce en regardant des vidéos. Donc Ok. forcément, on parle beaucoup de dropshipping. Donc ce business model qui est très controversé en Ouais, Europe, c'est clair, beaucoup moins aux États-Unis et en Asie. Moi, j'ai quasiment pas fait de dropshipping. J'ai toujours, depuis le début, depuis quasiment fin 2017, début 2018, on s'est focus principalement sur la marque, donc Fit Body Curve, qui a été cofondée avec mon associé. Ok. Et on s'est dit depuis le début qu'on allait en faire un e-commerce. Mais il fallait bien que je comprenne comment Ton- ça marche. Ton associé se dit quoi? Se dit, je vais avec lui parce que j'ai une compétence. Comment Non, pas au c'est- début. En fait, elle avait fondé historiquement la D'accord. marque, La marque. mais il n'y a même pas de logo. Il y Ok. avait même pas de, il y avait juste un produit. C'était basé sur une petite communauté Instagram de 1500 personnes. Ok. C'était du porte-à-porte. Donc c'est quelque chose en fait qui est sorti un petit peu des cartons. Toi, tu as vu une opportunité. Tu t'es dit, Pas écoute, tout de suite. Ça s'est fait peut-être 6-8 mois après. tu as dit, Parce que ouais, ouais. tu t'es pas dit, bah tiens là, il y a. Si, Ouais, c'est voilà. justement en Hein? fait ce que je me suis dit quand un jour j'étais là comme ça et moi ça faisait au moins 9-10 mois en fait que je m'étais lancé et je faisais que perdre de l'argent en plus. Donc moi D'accord. mon rapport justement au dropshipping il a été très mauvais. Ok. Il a été très mauvais parce que j'ai jamais en fait tu sais vendre un peu tout et n'importe quoi, j'ai jamais compris Compris. l'idée. Moi j'ai
j'aime en fait Internet, j'aime vendre sur Internet, faire du commercer sur Internet, mais je ne sais pas tout vendre. Je pourrais pas te vendre, comme je te dis, un vélo ou une lampe ou des voitures télécommandées, etc. Donc du coup, en fait, à ce moment-là, j'ai été un petit peu plus en profondeur et je me suis intéressé à la niche, au marché des niches. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, le plus intelligent, c'est d'aller taper sur le plus gros marché. Et j'ai vu que le plus gros marché, c'était la santé-beauté. Ok. Santé-beauté. Et après, tu as des niches dans la niche. Et c'est là où, en fait, dans une discussion, mon associé elle me dit ouais, mais moi, j'avais écrit une marque en 2016, ça s'appelle Fit Body Curve. J'ai même pas de logo et tout. Et je faisais un peu de sous. Et je lui dis, comment ça, tu faisais un peu de sous? Et elle me dit, et moi, je suis comme ça, sur mon PC et tout, dans le salon. Et elle me dit, non, je pesais peut-être entre 1000, 1500 balles en plus par mois de mon salaire. Et là, je la regarde comme ça. Et je lui dis, 1500 euros. Et elle me dit, oui, oui, 1500 euros. Je lui dis, mais c'est quoi ton truc? Et du coup, c'est là où, en fait, elle me montre ce qu'elle vendait, etc. Et je lui dis, bingo, on va en faire un site e-commerce et on va le développer en ligne. Parce qu'aujourd'hui, tu vends en Ile-de-France, tu passes 4 heures dans ta bagnole pour aller faire du porte-à-porte, etc. Je lui ai dit, on va pas faire ça. À faire des réunions un peu type erroir, là. Je lui ai dit, j'ai découvert un truc, tu vois, qui s'appelle Internet, enfin le e-commerce, pardon, via Shopify, via la publicité. On va aller diffuser nos produits partout en France. Okay. Et du coup, c'est là où on a commencé à se concentrer sur le projet. Elle, alors, elle n'a pas quitté son travail tout de suite. Okay. Donc moi, je me suis lancé, j'ai eu le temps de travailler pendant quasiment 3 ans seul. Okay. Et ça s'est bien développé. Alors, du coup, c'est quelle année ça? Là, 2018. On est en début mi-2018. Okay. Au moment où on commence à vraiment, là où je commence à me dire, ouais, je vais faire un truc. Mais à côté, du coup, je commençais déjà à vendre des produits autour de la minceur. Parce que c'est une niche, en fait, d'ailleurs, c'est la seule niche qui m'a rapporté de l'argent, qui m'a nourri pendant toute cette période. Mais à côté, on développait, on avait toujours sur le coin de la tête de se dire, en fait, moi, j'ai pas envie de m'amuser à faire comme tout le monde, à développer des petits trucs juste pour faire des sous pendant 3 mois et après, voilà. Non. J'ai envie qu'on ait un vrai projet. Et j'ai eu aussi cette envie de travailler avec quelqu'un, de m'associer. Donc en fin 2020, c'est là où après plusieurs années d'apprentissage. Fin 2020, tu nous as pas parlé du Covid là. Du coup, comment ça se passe le Covid? Ah, le Covid. Alors le Covid, ça a été très marrant. Le Covid, moi, j'ai vendu des masques, des gants. Ok. Et des, comment on appelle ça, les pistolets pour la température. D'accord. Okay. C'est marrant parce que le premier jour de Covid, j'arrive en Guadeloupe, donc confinement. D'accord. Et j'ai passé mon confinement à créer des boutiques qui vendaient ces produits-là et on vendait aux États-Unis. Ok. Ouais, on vendait aux États-Unis. Et ce qui est marrant, c'est que les plus gros clients, c'était des Vietnamiens. Parce qu'il y a une communauté vietnamienne, c'est un petit peu eux qui ont les épiceries là-bas. Et du coup, ils achetaient énormément. Il y en a, ils nous achetaient des palettes. On a fait, je crois, 600 000 euros en 3 mois. Pour une marge de... Ouais, la marge a été... Je peux même pas te parler de la marge ici, c'était n'importe quoi. On a fait beaucoup d'argent pendant le Covid. D'accord, ok. Ouais, c'était trop marrant. Et du coup, là, tu le fais, c'est structuré? Non, c'était full dropshipping. Full dropshipping. Ouais. Donc ça, c'est la seule vraie opportunité que j'ai eue, moi, en dropshipping. C'était pendant le Covid. Okay. On a vendu des masques et des gants. On a essayé en France, on s'est fait straquer direct. Ouais, mais aux États-Unis, ça passait. Magnifique. Et du coup, là, c'est là où j'ai eu un double confirmation. Je me suis dit, mais je ne travaillerai plus jamais ailleurs que sur mon ordinateur. C'est mon truc. C'est... Ouais. Parce que je me dis, regarde, il y a plein de gens qui auraient pu le faire, mais qui ne l'ont pas fait. J'y ai pensé. Je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. J'y ai pensé parce que ça me correspond et que je comprends ce que je fais. Et du coup, ça a été logique pour moi d'aller là. Je me suis dit, encore une confirmation de me dire, il faut que tu travailles dans ce domaine. Mais tu prends des risques parce que... C'était un risque, ouais. Ouais, c'était pas très... d'ailleurs, en France, c'était pas possible. Voilà, c'est pas légal. Donc du coup, en France, on t'a bloqué. Tu t'es dit, allez, je le fais au State. Au State, c'est passé, mais il faut voir le prix où on vendait les boîtes. Des boîtes de gants. C'était des boîtes, il y avait peut-être 50 paires de gants. On vendait ça 30 balles. Incroyable. Alors que ça coûte 3 euros. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est les Chinois... Ouais. C'était marrant parce que les Chinois nous le vendaient peut-être $10. Et donc même eux vendaient très cher. Très cher. Et du coup, ça passait par la France et non. C'était directement... Direct USA. Et ils avaient même des stocks là-bas. Ouais. Mais ils pouvaient le faire sans toi, finalement, presque. Non, c'est eux. En fait, c'est ça qui est marrant. La Chine, c'est pas leur jeu. Okay. Leur jeu, c'est de produire.
Ils n'ont pas envie de se prendre la tête Ok. à le vendre. Il y en a qui le font, mais généralement, c'est des Occidentaux qui ont des connexions là-bas. Mais leur jeu, c'est de produire. La Chine, c'est des gros producteurs. Ils produisent, ils vendent. Ils ont argument d'autorité là-dessus. Ils seront toujours moins chers. Mais Ils auront toujours plus de quantité que tout le monde. la distribution, c'est pas leur truc. La distribution, c'est pas leur truc. Ok. Voilà. Eux, ils sont bons pour te produire la marchandise que tu as de besoin. qualité. Voilà, Ok. ça. Du coup, tu te focuses après le Covid, je suppose, sur la marque. Oui. En même temps, on travaille dessus. Ouais. Là, c'était une opportunité. Ok. Et quand vous travaillez dessus, tu m'as dit que tu faisais pas du comment on appelle ça, du dropshipping. Donc du coup, là, c'est du stock. C'est du stock. Comment ça se passe? C'est des bureaux, un hangar? Alors, on peut revenir un petit peu en arrière. Ouais. La première vente qu'on a fait, le site, on l'a ouvert, c'était le jour du Black Friday en 2018. Ok. Voilà. On a fait l'ouverture de la boutique, c'était le jour du Black Friday. Alors, je ne sais plus si c'était un 27 ou un 25, à vérifier. Donc du coup, les gens vous trouvent parce qu'ils font des recherches. En fait, c'était lié à sa petite communauté. Elle avait un petit compte Instagram, 3-4 000 personnes. C'était pas grand-chose. Mais on avait annoncé qu'on allait faire via le e-commerce, ce qui aurait permis du coup aux gens de partout, sur la France, de vendre. Donc, je me suis dit, là, ça va être plus simple. Et même ses clients qu'elle avait déjà, ça va être plus simple. Donc, le site, c'était assez marrant parce que c'était pas... c'était pas la folie. C'était pas la folie. Et on l'a ouvert, je me souviens, je ne sais plus si c'était un 27 ou un 25 novembre. En tout cas, c'était le jour du Black Friday, le vendredi. Et sur ce jour-là, on avait fait 1 800 € de chiffre d'affaires. Une journée. Ouais, alors qu'elle te disait qu'elle faisait ça qu'elle faisait ça en un mois. Donc tu t'es dit, attends. Mais c'était le tout début. Ouais. Donc moi, là, à ce moment-là, je me dis, j'ai généré un salaire. Parce que moi, mon plus gros salaire que j'ai eu en tant que salarié, c'était 1 750 €. Et tu fais ça une journée. Et là, je l'ai fait même pas en 2 heures, 3 heures. Et là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, on ne s'est pas laissé pousser des ailes. Ouais. Voilà. Mais on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Donc, on l'a développé, on l'a poussé. Et ça n'a pas été très facile, forcément, parce que tu es confronté à d'autres choses. Tu commences à apprendre. Tu commences à te rendre compte qu'en fait, travailler sur Internet, c'est pas que sur Internet. À un moment donné, il y a la supply chain physique qui rentre en jeu. Il y a de l'humain, il y a de la logistique. Enfin, il y a plein de métiers qui se rendent. Et là, pour l'instant, on vendait que du textile. Donc, le textile, que du textile, que des gaines amincissantes. Donc, c'était des gaines. Donc, c'est du textile. Le textile, c'est facile. Le textile, il faut juste connaître tes refs, savoir ce qui se vend le plus, assurer les stocks. Et puis... Et comme la livraison? La livraison, mais tout ça, on ne gérait pas. Avec des mondiales relais? Non. Alors, nous, on a eu le temps d'avoir... bon, là, c'est une pièce, je pense, ça doit faire 20 mètres carrés. Ouais. On a eu le temps d'avoir des pièces comme ça, remplies. On a une photo où on dormait comme ça sur les colis. Hein. Ouais, on a eu le temps de... En fait, avant de déléguer, je pense qu'il faut atteindre le point de rupture, où tu ne peux plus le faire toi-même. Où tu n'as plus de valeur ajoutée. Mais ça, c'est ce que je dis à tous ceux qui se lancent. Ils veulent tout de suite déléguer. Mais c'est très dur de déléguer. Je pense que c'est le truc le plus dur, d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Il faut comprendre, d'ailleurs, avant de déléguer. Et puis, il faut accepter que la personne ne va pas faire comme toi, ne va pas le faire à ta façon, peut-être moins bien, mieux. Peut-être aussi mieux. Voilà. Non, déléguer, c'est dur. Mais pour savoir si elle est bien, il faut comprendre déjà. Bien sûr. Et même dans tous les métiers. Hein, Non, je pense que tu as raison. En tant qu'entrepreneur, on doit tout toucher pour pouvoir justement après déléguer et dire aux personnes ce qu'on veut faire. C'est ça. Voilà, techniquement, je veux ça. Et je sais que moi, par exemple, sur la question de mon CRM, je suis allé dedans regarder comment ça fonctionnait pour que je puisse demander clairement à mon développeur, je veux ça, pour qu'on ait un échange et me rendre compte de la difficulté. Pareil pour la vente, pareil pour aller rencontrer les structures pour les subventions. Et en fait, tu te dis, si effectivement, tu ne maîtrises pas, tu n'es pas capable de bien fixer le cadre et des missions avant de déléguer. Après, il faut prendre sur toi, parce qu'on ne fait pas toujours... c'est là que ça commence. C'est là où le jeu il commence. Donc au fur et à mesure, en fait, on l'a toujours développé à côté. Et moi, j'ai toujours un petit peu respecté son souhait aussi, qu'elle ne voulait pas entreprendre. D'accord. Elle ne souhaitait pas entreprendre, donc du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on développait... petite échelle. Et à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, là, on ne peut pas continuer à faire des ventes parce qu'au début, c'était 1 500. Après, on ouvrait le site une semaine, c'était 10 000.
C'était fermé. Après, on rouvrait, c'était 5 000. Peut-être après, il y a des mois, on a fait 30 000. Et là, je me dis, mais en fait, à un moment donné, tu vois, moi, j'arrive à gagner ma vie en vendant des produits qui sont similaires aux tiens, sans communauté, tu vois, avec des méthodes qu'on n'applique pas sur cette marque, tu vois. À un moment donné, pourquoi pas tout faire sur un seul truc, tu vois. Et là, c'est là qu'on s'est concentré là-dessus. Donc, fin 2020, on a pris la décision de se mettre à fond. Moi, j'ai fermé tout ce que j'avais à côté. Et c'est là où est née notre association. Et du coup, sur la première année 2021, on a dû faire 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, ce qui n'est pas énorme. Quand même. Ouais, c'est beaucoup. Alors, quand même. Pourquoi je dis c'est pas énorme? Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on n'entend que des chiffres extraordinaires. Et je me suis rendu compte, et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, ils ont beaucoup l'impression d'être très en retard. Tu as toujours l'impression d'être en retard. Tu ouvres ton téléphone, tu vois que des trucs de fou, quoi. Tu vois, lui, il a 600 montres, il a 14 bagnoles, il vit dans 5 châteaux, il est dans des jets, etc. Donc et en plus, ils ont moins de 30 ans, tous ces gens-là. Donc tu as l'impression d'être en retard. Donc quand je dis que c'est pas beaucoup, c'est parce que c'est pour faire comprendre aux gens que dans nos temps actuels, c'est pas quelque chose, c'est pas beaucoup. Mais à force d'entreprendre et de travailler, on comprend que ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge. Et que oui, 400 000 euros à 2 personnes. C'était ma question. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bien sûr. C'est beaucoup, sans aucune compétence, sans diplôme, sans réseau, sans aide. Vraiment, de manière vraiment, un développement vraiment plutôt humble. Mais à la fin de cette année-là, vous êtes dit, pendant cette année-là, en fait, pendant l'année 2021, justement, c'est l'année où elle a quitté son travail. Elle a quitté son travail, il faut savoir, elle était responsable par Coto chez Accor Hotel. Donc elle avait un très bon job, cadre, elle était très bien payée. Et elle s'est dit, oui, là j'ai des confirmations. Donc elle a pris moins de risques, on va dire, que moi au début. Mais c'est parce qu'elle a toujours été très à l'aise sur le fait qu'elle n'avait pas la flamme intérieure d'entreprendre. Par contre, elle a toujours voulu le faire, ce projet-là. Donc ça, c'est un signal aussi que je renvoie qui est important. C'est que beaucoup aussi se disent « Ah, moi, c'est pas pour moi ». Alors, c'est vrai que moi, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais n'importe qui peut avoir une boîte aujourd'hui. Bien sûr. Et pour aller dans ton sens, n'importe qui peut avoir une boîte, tester et justement voir. Se rendre compte par lui-même. Exactement. Et il faut conseiller aux gens, effectivement, d'essayer. Et pas moi, 5 ans plus tôt, tu m'aurais dit que je travaille sur Internet, je t'aurais dit bien sûr. Effectivement, c'était assez logique pour moi. Mais que je vende des pilules et pour des faire compléments maigrir. Alimentaires. Non, mais tu vois, je te le dis grossièrement, mais que je vende des pilules, quoi. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais c'est le marché, en fait. J'ai suivi un marché, je suis tombé dedans par hasard. Franchement, on m'aurait dit que c'est le marché des vélos qui est le numéro 1. J'aurais vendu des vélos. Et c'est des pilules amincissantes, c'est ça? Alors, pour que tu comprennes bien, en fait, nous, qu'on s'est focus en 2021, on vendait principalement des gaines. On vendait que des gaines. Donc, en fait, on a fait ça en vendant des gaines, etc. Et en fait, notre stratégie, c'était de vendre un produit plus beau, meilleure qualité. Non, on avait plusieurs références. On avait quelques best-sellers, notamment la Gain Sport. Et plusieurs produits, meilleure qualité, mais moins cher, beaucoup moins cher. Le marché s'est situé concurrent autour de 60 à 80 euros. Nous, on était autour des entre 25 et 35 euros. Vous avez cassé le marché. On a cassé le marché et c'est ça qui a plu à une petite communauté parce qu'il faut savoir, c'est des marchés de niche dans des niches. Tout ça. Et à un moment donné, on a commencé à comprendre qu'il fallait interroger, nos clients qui commençaient à grossir, la communauté qui commençait à grossir. On a interrogé les clients, on leur a posé la question du coup, qu'est-ce qui vous intéresse? Et il y a beaucoup de choses qui revenaient sur les questionnaires, le thé, les gélules, les compléments alimentaires, etc. Et là, deuxième surprise, ce qui est marrant, mon associé qui me dit « Ah oui, mais moi, je connais une fille qui faisait des gélules à une époque, j'en ai consommé, etc. » Et je lui dis « Comment ça, t'as consommé ?» Il faut savoir, c'est une grande perdante, en fait. C'est quelqu'un qui a perdu plus de 30 kilos.
D'accord, ok. Donc, c'est de là où vient sa communauté, qu'il a Et suivi sa pour ça. connaissance. Ouais. Et sa connaissance des De produits. C'est elle qui choisit les produits d'ailleurs. Et là, je lui dis, comment ça, t'as perdu du poids avec des gélules? C'est quoi ces histoires de gélules? C'est quoi les gélules? Et là, monte les gélules. Et elle me dit, ouais, avec ça, j'ai perdu en une semaine 2, 3, 4 kilos. Et moi, dans ma tête, je vois les dollars. Et là, je me dis, mais comment ça, 2, 3, 4 kilos? Et elle me dit, oui, oui, ça marche et tout. Je lui dis, mais il faut qu'on vende ce truc, en fait. Elle me dit, mais non, mais ça, c'est pas légal. C'est compliqué. En plus, c'était des ventes comme ça, en porte-à-porte. Je lui dis, mais attends. Donc, du coup, je prends mon PC. Bon élève, je tape. Ok. Et là, je vois les trucs. C'est un AK3, qui sont les plus gros, les leaders aujourd'hui du marché, etc. Et je dis, mais regarde, eux, ils vendent bien des compléments. Il me dit, oui, mais ça marche pas. Je lui dis, comment tu sais que ça marche pas? Ils les vendent. Ils sont numéro 1, c'est que ça marche. Elle me dit, oui, ça marche pas. Je lui dis, mais on s'en fout que ça marche pas. Enfin, oui, non. Enfin, oui, peut-être que ça marche, mais c'est quoi, ça marche pas? Elle me dit, bah, je perds pas de poids. Je lui dis, ah, mais c'est parce que c'est pas forcément ce game-là, peut-être pas comme ça qu'il fonctionne. Elle me dit non, mais nous, notre communauté, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que ça fonctionne parce que les gens me font confiance. Et je lui dis d'accord, très bien. Donc là, en fait, le défi de taille qu'on a eu, c'était de trouver un moyen de vendre un produit qui fonctionne, c'est-à-dire en termes de résultats. Et qui est légal et qui soit légal. Ok. Donc, compliqué, en gros. Et c'est là, en fait, qu'on a découvert le marché des compléments. Donc, c'est une niche dans une niche encore. Ouais. Le marché des compléments alimentaires, mais la niche des coupes fins. Donc les coupes fins, brûleurs de graisse. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de concurrents. Il y en a qui sont plus dans les thés, il y en a qui sont plus dans les boissons, il y en a qui font plus dans tout ce qui est snack, et il y en a qui sont dans les gélules. Et il y en a qui font un peu de tout. Donc nous, on a commencé par les gélules. Et du coup, on a découvert via un ancien partenaire qui était localement implanté ici et qui nous faisait importer des produits qui venaient du Brésil. Okay. Donc des compléments alimentaires du Brésil. Il faut savoir que le Brésil, en fait, ils ont le culte du corps là-bas. Donc c'est un marché en fait qui est hyper puissant pour tout ce type de produits. Par contre, c'est hyper dangereux d'importer des produits venant du Brésil dans le sens où tu sais pas ce que tu importes en fait. Donc nous, on est passé par un intermédiaire de confiance qui lui gérait les importations de manière légale et qui du coup nous fournissait derrière des produits. Forcément, il surfacturait. Bien sûr. Parce que c'était un revendeur. Donc, on les avait quand même à un prix assez haut. Et là, j'ai découvert un marché. Et tu ne pouvais pas développer ici, genre avec un labo ici? Ça aurait été très compliqué. Okay. En fait, c'est des choses qui nécessitaient beaucoup de moyens. Mais avant de faire ça, moi, je voulais tester le marché. Okay. De la manière la plus basique, c'est-à-dire proposer les produits et les vendre. Et là, en fait, c'est un marché de niche dans une niche. C'est-à-dire, tu as les compléments alimentaires type sommeil, enfin, tu as plein de choses. Compléments alimentaires, c'est un marché qui est énorme. C'est un marché à plusieurs milliards. Vitamine D. C'est un marché à plus de 100 milliards aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que les coupes fins et les pertes de poids. Les coupes fins, c'est vraiment une niche dans la niche. Donc, tu as la niche de la minceur, tu as la niche des compléments alimentaires et tu as la niche des coupes fins. Okay. Et la niche des coupes fins dans les compléments alimentaires, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout la même façon de vendre. Tu peux vendre des produits très chers parce que c'est tu vends un petit peu un produit, enfin tu vends de l'or. Unique, ouais. Tu vends un produit unique, très rare à se fournir, enfin très compliqué à se fournir et du coup plus rare du coup. Donc, en termes il y a une offre et une demande du coup qui est énorme. Il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Comment tu te fais connaître? Du coup, parce que le réseau, il va être limité à un moment, le petit réseau. Donc, du coup, c'est quoi tes stratégies tu fais quoi? Tu fais du contenu le Instagram En fait, on a proposé à notre clientèle qui l'avait déjà demandé. Ok. De base. Donc, il faut savoir qu'on a une communauté à ce moment-là qui tourne autour des 10 000 abonnés. Combiner son compte plus le compte de la marque, à peu près 10 000 abonnés. Une récurrence client qui était déjà assez haute. On était autour des 25%. Et les 10 000, c'est le bouche à oreille? Ça veut dire que c'est parce que... Non, ça s'est fait... Ouais, c'est Instagram. Ok, c'est des bons produits. Les réseaux sociaux. C'est des bons produits, je te conseille, tiens, va sur leur site. Voilà. Okay. Et c'est pour ça que j'adore cette niche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez C-Factory, on fait du e-commerce que sur cette niche. C'est parce que c'est pour moi une des niches les plus intéressantes dans le sens où tu as des produits à très très forte marge. Et avec de la qualité et un retour. Qui fonctionne et une récurrence client énorme. Et dis-moi, du coup, combien d'abonnés, du coup, maintenant? Parce que là on a un compte Instagram qui est correct. On a 25 000, entre 25 ou 27 000 abonnés aux dernières nouvelles.
Par contre, en termes de publicité, on a des vidéos qui ont plusieurs millions de vues, on diffuse beaucoup. On a une communauté qui est quand même... On a beaucoup plus de clients que d'abonnés. On a dépassé les 100 000 clients uniques. Et on a 45 000 clients inscrits sur notre base de données. Tu es en train de me donner des chiffres. Attends. Ok, tu parles de 100 000 clients. Ouais, on a dépassé les 100 000 clients en 2020, fin 2022. On a dépassé les 100 000 clients uniques. Ouais. Ton CA, du coup, en 2022, en 2023, parce que là, ça a l'air voilà, tout combiné, on est à plus de 15 millions depuis le début. D'accord. Ouais. Donc là, tu es dans l'hypercroissance. On a fait de l'hypercroissance. On a fait 517% d'augmentation entre 2017 et 2022. 2023 était une année un peu plus compliquée, mais on a fini quand même avec un beau CA. Et là, 2024, je vais en parler tout de suite après. Il y a pas mal de restructuration et de nouveaux projets. Du coup, alors je suis intéressé parce que 2022, 2023, tu recrutes quand même. Là, tu commences à recruter. Il faut savoir, commences à t'équiper en termes de... Il y a un truc intéressant. T'as attendu quand pour pouvoir te dire... Il faut que je te raconte un peu ce qui s'est passé quand on a testé le marché. C'est que là, en fait, du coup, j'ai découvert un marché complètement dingue. Et d'ailleurs, suite à ce podcast, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont s'y intéresser. Il y a beaucoup de grosses têtes qui commencent à s'intéresser au marché des compléments en France. Suite à ça, ils ont découvert... en fait, je pense qu'en termes de marge, moi, j'ai jamais vu ça. On est sur des marges de 70 à 80% de marge brute. En marge nette, tu es autour des 55%. Enfin, t'enlèves tout, c'est beau. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la seule niche où tu peux vendre les produits extrêmement chers. Donc nous, en fait, on est arrivé, on a suivi un petit peu ce que les concurrents, 5-6 concurrents faisaient. On voyait qu'ils faisaient des cures de 10 jours, de 10 à 12 jours. J'ai dit, pourquoi ils font 10 jours et pas un mois ou 2 mois comme les autres? Et en fait, elle me disait, mais non, c'est parce que c'est un peu le produit, il fonctionne bien, il est puissant, donc du coup, tu n'as pas besoin de faire ça très longtemps. Et je lui dis, c'est marrant et tout. Et elle me dit, on va les vendre, quel prix tu penses? Je regarde un peu, je fais la moyenne de tous ces gens-là, je dis, mais la moyenne, c'est 120 €. Et là, je dis, on va jamais vendre ça à 120 €, une cure de 10 jours. Puis on s'est dit, allez, chiche. Chiche, on le fait. Et le message, en fait, que je veux faire passer par là, c'est que tes clients, dès que tu les as fidélisés, qui te font confiance, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent chez toi. Ils reconnaissent la valeur de tes produits, ils ont confiance. La qualité. Donc aujourd'hui, quand nous, on teste un produit, on n'a pas peur, en fait. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais nos clients, ils nous font confiance. On va juste le mettre en avant. Oui, on va le vendre, forcément. On va leur présenter les avantages du produit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais on n'a jamais eu peur, en fait, que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les clients sont tout simplement curieux de tester ce qu'on leur propose. Parce que tout ce qu'ils ont testé a toujours fonctionné. Donc l'importance d'avoir un bon produit. Bon, il y a deux écoles. Il y en a qui sont très team produit, on s'en fout, distribution. Effectivement, au début, on se concentre beaucoup sur le produit et non sur la distribution. Et au final, on se rend compte que c'est plus la distribution du produit qui est importante. Mais il est important quand même d'avoir une bonne base, des fondations solides. Donc les fondations viennent de ce que tu vends, en tout cas sur Internet. Donc là, il est important pour nous d'avoir un bon produit. Et là, incroyable, des retours. On a fait un petit stock, peut-être à peu près 500 boîtes. Tout est parti en quelques heures. Tout est parti en quelques heures. Donc là, au début, on ne s'excite pas trop, encore une fois. Mais c'était la première fois qu'on vendait des produits qui étaient 3 à 4 fois plus chers que ce qu'on vendait d'habitude. Et en termes de marge, il faut savoir, sur les, moi, je n'ai pas peur de parler des marges de mes produits. Ouais. Sur les gammes assistantes, qu'on les vendait 35 balles, les gens se posaient la question comment on faisait de la marge. Effectivement, on les achetait entre 15 et 20 $. On faisait très peu de marge. Donc là, on passe de 5 à 10 €, 5 à 10 $ de marge à plus de 40, voire des fois 50 $ de marge. Mais c'est net. Toi, mais c'est toi qui as l'accès, c'est toi qui as la qualité, c'est toi qui as testé, ouais. C'est toi qui as pris le risque. Ouais. Et ça a un prix, tout ça. Ça a un prix. Mais si tu veux, c'est assez marrant de voir à quel point ça a été très très facile pour nous de nous implanter sur un marché comme ça. Ok. Ça a été hyper facile. Bon, ça a pris un peu de temps parce qu'on a dû quand même faire de l'épreuve, montrer qui on est, etc. pour que les gens fassent confiance. Parce que moi, ce que je trouve dingue en e-commerce, c'est comment les gens, ils ne te connaissent pas, ils mettent leur carte bleue, quoi. Moi, je trouve ça encore fou aujourd'hui. Que les gens, après avoir vu une pub, tiens, moi j'ai perdu un peu de poids, il va sur ton site, un coup d'Apple Pay et hop,
C'est parti. Il a la payer et puis elle ferme son téléphone, elle passe à autre chose, quoi. Tu vois, Okay. et après, il reçoit son produit, tu vois. Et je me dis quand même, il n'y a que sur Internet que tu peux faire ça. Et du coup, on a refait une deuxième vente. On a mis 1000 boîtes. Okay. Tout est parti très, très vite. On a refait une troisième vente. On a mis 1500 boîtes. Tout est parti plus ou moins vite, mais très vite quand même. Et là, je me suis dit, il faut qu'on ait du stock tout le temps sur ce produit. Et là, du coup, on est passé, à ce moment-là, c'était au début, hein, mais on est passé d'une moyenne, et c'est ça qui a fait exploser la marque. On faisait entre 50 et 80 000 euros de chiffre d'affaires, on est passé tout de suite à 200, 300 000 par mois. Tout de suite, grâce à ça, mais avec des marges énormes. Donc sur 350 000 euros de chiffre d'affaires, je tournais autour des 110 000 euros. Ouais, magnifique. Donc c'était incroyable. Ouais, c'est magnifique. Et du coup, là tu dois gérer la logistique, tu dois gérer... Tout était délégué à ce moment-là déjà. Ça s'est fait au fur et à mesure, bien sûr, mais on travaille de manière assez simple. C'est-à-dire, on a recruté que des talents qui ont un lien direct avec ce qu'on fait en interne, c'est-à-dire pour le développement de la marque. Ok. Mais tout ce qui est travail, on va dire... Comment tu trouves tes talents? Parce que c'est intéressant. LinkedIn. Souvent, les entrepreneurs, ils se posent la question, en tout cas les jeunes entrepreneurs, mais à qui je vais faire confiance? Comment je vais recruter? Notre premier employé, c'est une connaissance amie de la famille. Ok. Voilà. À qui vous avez Qui est resté 3 ans chez nous. Ok. Voilà. Et qui a énormément aidé à développer la marque. D'ailleurs, big up à elle. Elle se reconnaîtra si elle regarde le podcast. Génial. Premier employé, c'est quelqu'un de la famille. En fait, souvent, on a souvent tendance, même d'ailleurs dans la communauté, issus des milieux défavorisés, à pas trop faire confiance aux proches. Parle pas de tes projets, etc. Et tout. Et ce que j'ai appris au fur et à mesure de temps, parce que moi, j'ai traîné un bagage derrière moi durant tout mon apprentissage entrepreneurial, et c'est très dur de le laisser par terre. À qui t'en parles? Ah ouais, je suis d'accord. Ce bagage de, tu sais, c'est fermeture d'esprit. De dire que non, tu parles pas de tes projets, tu gardes tout secret, etc. T'as peur de l'œil, t'as peur de l'œil, de ça. Non. Faut pas avoir peur de l'œil. Il faut juste être carré, être honnête, parce que l'honnêteté, ça paye. Toujours. Et ça paiera toujours. Donc si tu fais les choses carrées, que tu fais les choses, comment dire, tu peux te tromper. Voilà. Tu peux te tromper. Erreurs, bien sûr. Nous, on s'est trompé. On s'est trompé plusieurs fois. On s'est même, je pense, plus trompé que pas trompé. Mais et si tu n'as pas d'attention directe à faire du mal ou à voler ou à la malhonnêteté envers les gens, les gens qui te font confiance, généralement, ça se passera bien. Tu peux avoir des soucis. Nous, j'ai une petite anecdote. En 2022, non, pas en 2022, en 2021, sur les 4 premiers mois de l'année, on a eu des gros soucis logistiques. Gros soucis logistiques. On n'arrivait pas à importer certaines marchandises. Et du coup, on avait fait des ventes. Et forcément, c'était un peu décalé. Parce que nous, des fois, on faisait des ventes en flux tendu. Mais comme les stocks, ils arrivaient très vite, on n'avait pas de problème. En fait, les clients, ils attendaient 3-4 jours en plus. J'ai des clients qui ont attendu de janvier à avril. Et on communiquait avec eux constamment. On parle de plusieurs centaines de commandes. Donc on parle de beaucoup d'argent qu'on avait encaissé. On a dû rembourser peut-être 4 ou 5%. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils s'excusaient quand ils demandaient le remboursement. On leur disait, on peut vous rembourser. Ils disaient, ah non, on attend, on veut nos produits. Ce lien de confiance. Pourquoi ? Parce que les gens nous faisaient confiance. Tandis que quand... parce que tu es honnête. Parce qu'à un moment... Il faut être honnête. Ils ont confiance parce qu'ils se disent, OK, mais cette personne-là, ses intentions, elles sont bonnes. Elle n'a pas des mauvaises intentions. Elle peut se planter. On a droit à l'erreur. Elle peut se merder. Après, il y a des gens qui sont pas indulgents. On les connaît. Oui, mais c'est... Il y a des haters sur les réseaux, sur les trucs. Il y en a toujours. Et je sais que finalement, c'est ceux qui finalement sont contents de ton produit, qui parlent le moins, qui font le moins de bruit. Il faut savoir en plus que nous, on est sur un marché où c'est très, très, très difficile de ne pas avoir de haters. On est sur un marché où quand tu fais de la publicité, tous les jours, moi, les gens qui modèrent mes publicités, il y a des gens qui nous insultent, qui disent « Oui, vous n'avez pas honte de proposer des produits comme ça, laissez les femmes tranquilles. » Ça, la plupart de nos clients sont féminines. Laissez les femmes tranquilles, on a le droit d'être en surpoids, etc. Alors qu'on ne vous a pas dit que vous n'avez pas le droit. C'est juste une personne qui témoigne, qui a pris un produit
et qui se sentaient mieux en ayant perdu 3-4 kilos après. Bien sûr. Libre à vous, mais c'est un marché qui est comme ça. Donc c'est un marché qui est hyper rempli de personnes qui ont des jugements de valeur à faire. Voilà, beaucoup. Ouais, mais beaucoup. ça fait partie du jeu. Il ne faut pas le prendre personnellement. C'est comme ça dans plein de marchés. Oui, c'est sûr que le marché quelqu'un qui vend des cannes à pêche, il n'aura pas trop de problèmes, à part le spécialiste qui va lui dire « Ah, cet hameçon-là, non. » D'accord. Mais globalement, ça va. Surtout en France. Et du coup, tu penses à développer ailleurs qu'en France ? On vend déjà ailleurs qu'en France. Okay. On vend déjà ailleurs qu'en France. On vend pas mal en Belgique, Suisse, donc toute la francophonie. Francophonie, ce que j'allais la dire. Francophonie, c'est aux Antilles. Okay. On est numéro 1 aux Antilles. Magnifique. On est numéro 1 aux Antilles. On a même développé des points de click and collect. Ok. Donc des points de click and collect avec un système qui permet aux gens de récupérer leurs produits en 24 heures, d'éviter la douane, les délais de livraison énormes, etc. Donc ça, c'est une de nos petites créations. Magnifique. C'est une boîte aussi qu'on développe à côté, qu'on veut proposer ce système pour d'autres personnes. Pour démocratiser l'accès au e-commerce plus facile en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on est aux Antilles, nos compatriotes, ils doivent payer des sommes astronomiques pour être livrés, plus des frais de douane, des frais de port, etc. C'est compliqué. Nous, on a trouvé un système qui permet d'éviter ça aujourd'hui. C'est intéressant. Voilà. Intéressant, tu m'expliqueras ça. Pas de problème. C'est super intéressant. Et ok, tu parlais tout à l'heure de ta mentalité. Parlons un peu de ton mindset, du coup, parce que du coup, tu as connu cette période super compliquée. Là, tu es en train d'être en hyper-croissance. Je sais c'est quoi l'hyper-croissance. C'est de la pression forte. On parle souvent de charge mentale, d'heures de travail. Tu parlais de problématiques. C'est quoi ton mindset, ton hygiène de vie? Comment tu bosses? Dis-moi un peu tes... Tu vas être déçu. Non, moi c'est pour... mais mon hygiène de vie, comment je bosse? C'est pour mon audience. Tu vois, ouais, je comprends. Alors, moi, je prends pas de douche froide. Je prends pas de compléments pour le sang, les sucres. Ouais, bien sûr. J'ai pas de routine. Okay. C'est juste quand il y a un truc à faire, je le fais. Okay. Peu importe l'heure. Okay. S'il y a un truc à faire aujourd'hui, il faut le finir. C'est tout. Tu procrastines pas? Procrastine pas. Pour moi, c'est le hack suprême, c'est ça. C'est de faire ce qu'on peut faire tout de suite. Des fois, on se dit, je peux le faire demain. Mais si déjà tu y penses, c'est que tu peux le faire maintenant. Tu y as pensé, fais-le. Ça prend 10 minutes. Ok. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as encore, je sais pas moi, des choses qui te motivent, qui te font rêver, bien sûr. Ouais, voilà, qui te boostent. Comment dire? Alors, est-ce que tu écoutes toujours du son qui te pousse? Oui, bien sûr. Toujours. Moi je suis quelqu'un de très simple. On vit même de manière très simple. Alors, moi, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Des choses que j'aime plus que d'autres. Moi, j'aime mes bagnoles. Donc, forcément, j'ai eu la chance d'avoir des bagnoles, etc. Même les copains et tout, on fait des road trips, etc. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça. Tu pensais que c'était ce truc-là, atteindre ce goal-là. Ok, tu vas t'acheter ta Lambo. Ça, c'est pour... c'est un message que j'aime bien faire passer pour les jeunes issus de milieux défavorisés. On est souvent attiré par ce qu'on voit dans les clips, etc. On va dire, lui, regarde ce rappeur-là, il roule dans ça, etc. Je veux faire pareil et tout. Du coup, notre unique goal, c'est de travailler pour l'argent, pour aller à obtenir cet objet-là. Effectivement, c'est cool. C'est marrant. Acquérir. Ouais. C'est cool, c'est marrant. Mais il faut apprécier le process. Parce que quand vous avez goûté à ça, une fois, vous avez compris comment vous l'achetez. Aujourd'hui, je sais comment m'acheter une Ferrari. Aujourd'hui, comment, si j'ai besoin de m'acheter, je sais pas, un Urus, je dis n'importe quoi, je regarde un peu comment se passe ma boîte et tu sais comment l'acheter. Avec mon comptable, il pourra me dire dans combien de temps je pourrais l'acheter. En dehors de comment l'acheter, c'est dans combien de temps. Et ça, c'est assez fou de se dire que quand tu as accédé à quelque chose, une fois, la deuxième fois, ça n'a plus le même goût. Tu sais, c'est comme un McDo, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, le McDo, c'est cool. Mais on connaît, quoi. Quand tu étais petit, McDo, c'était un truc de fou. C'était la folie. Donc, il ne faut pas courir derrière ce genre d'attache. C'est éphémère. Non, c'est très éphémère. Il faut courir derrière votre pourquoi. Ok. Qu'est-ce qui vous anime le matin? Moi, ce qui m'anime, c'est ma liberté de faire ce que je veux. C'est ça, ton mindset. C'est la liberté. C'est la liberté. Okay. Alors, la liberté, ça passe pas forcément par être sur une plage avec un ordinateur. Bien sûr. Non, moi, à la plage, je nage.
Je Tu n'as pas besoin de bronzer, tu es je déjà suis bronze. pas sur un ordinateur. Quand je vais à la plage, je nage Ok. et je pars. Voilà. Donc chacun sa vision de la plage, mais c'est pour donner un peu, c'est comme on voit beaucoup les stéréotypes, l'entrepreneur nomade à Bali et Ouais. tout. C'est pas de la liberté, ça. Et d'ailleurs, bon, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, un mec qui disait de manière parodique qu'à Bali, les entrepreneurs, ils travaillent pas. Bon, Hmm. c'est vrai sans être vrai, mais c'est pour vous dire que c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est réel. La liberté, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de, je sais pas, De choisir quand est-ce que tu vas poser des jours pour partir parce que tu te dis, voilà, ça y est, j'ai atteint mon goal, j'ai atteint mes objectifs. C'est de se dire, la liberté, c'est de ne je... pas poser des jours. Ouais, c'est de pouvoir se dire, je fais ce que je veux. C'est de faire ce que Ouais, tu veux. ouais. Voilà. Et, Évidemment, ça passe par gagner des sous. et, C'est vrai. et dis-moi, par rapport à ça, parce que aujourd'hui, la boîte, vous êtes combien de salariés? Alors, c'est une boîte aujourd'hui qui est en pleine restructuration, Ok. mais Parle-nous de 2024, du coup. Ce ouais, que de tu... Ouais, 2024. Alors, on était au pic, on était 12. ok. 12 personnes 12 pour combien dans de CA? l'entité. 12 pour là, en tout, on doit être autour des 15 Ah, ce millions, que tu disais? Ok, ouais, ok. tout cumulé. Euh, Sur le projet, il y a un peu plus de 20 personnes, si on compte tous les prestataires Bien sûr. externes et tout. Ok. Là, on est en pleine restructuration. C'est un projet qui est en train d'être restructuré par rapport à la direction que la boîte prend. Savoir que nous, aujourd'hui, on est intéressé par développer un groupe, en fait. Magnifique. Donc, on veut racheter d'autres e-commerce de cette même niche, parce que c'est une niche qui est très petite, mais qui est très rentable. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire des pas de géant. Magnifique. Plutôt qu'essayer de se battre Ça contre à les autres. obtenir des parts de marché, on va essayer d'avoir tout le marché. Donc ça, c'est l'idée. Hein. Ouais, bah, il faut y aller. Donc, Hein. nous, on est très ouverts aujourd'hui à racheter des marques naissantes qui ont déjà une belle communauté, qui ont déjà un CA plutôt intéressant, les racheter avant qu'elles explosent, quoi. Donc ça, c'est la stratégie. Ok. Donc là, c'est des investissements. Tu as quoi comme autre investissement hors rachat d'entreprise ou est-ce que tu as pu un peu investir J'ai dans fait la des pierre? Est-ce trucs. que tu as pu... Ouais, j'ai fait des trucs. Alors, j'ai une boîte de transport, Ok. bien sûr, un petit peu d'immobilier. Alors, l'immobilier, c'est pas mon jeu. Ok. Moi, j'ai Ça, plein je veux d'amis savoir. qui font énormément d'immobilier Mhm. à grande échelle. Moi, c'est pas mon jeu. J'ai juste investi dans un bien qui aujourd'hui est loué. Donc, c'est une plutôt belle maison, mais voilà. Crypto, des choses comme Si, ça? j'adore la crypto. Ah, ouais. Ouais, tu nous en parlais. Alors, j'adore la crypto. Je crois beaucoup à ce que ça. Alors, c'est très 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 controversé ce que je vais dire, mais moi je pense que Vas-y, la on est là pour crypto ça. apporte beaucoup de choses aujourd'hui. Donc beaucoup disent que ça sert à. Moi je pense le contraire. On en reparlera dans quelques années. J'aime beaucoup la crypto. Je suis plus bourse Ok. aussi, crypto bourse. Ok. Tout ce qui se fait, tout ce qui passe par internet en fait. Ouais, tu es toujours connecté. Physiquement, effectivement, l'immobilier commence de plus en plus à m'intéresser. J'ai des projets d'investissement sur le continent africain. Je pense qu'il y a une opportunité de marché en Afrique qui est énorme. D'ailleurs, tous les jeunes issus de la diaspora, franchement, Bien sûr. si vous voulez investir et que vous pensez long terme, investissez Vous allez en en Afrique, Afrique, investissez chez vous. C'est pas cher, c'est plus accessible. Les banques n'attendent que vous là-bas. Allez-y, quoi. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui explosent, le Ah, Maroc. la Côte d'Ivoire, ouais, pour moi, ouais. c'est là où ça se passe. Ouais. Ça se passe, Le exactement. Maroc, bah, Ouais. le Maroc, c'est déjà quasiment comme la France, hein, à Ouais, certains endroits. Hein. ça- C'est ça- déjà très cher, quoi. Très cher. C'était il y a 10 ans qu'il fallait le faire. Donc oui. Ah, toujours, il y a toujours Il des y a, opportunités. bien sûr, bien Il y a sûr, toujours des bien sûr, opportunités. bien sûr. Ok, Il y a des d'accord. opportunités de type massive, comme acheter un appartement à Paris en 1980. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ça, c'est ma vision de l'immobilier. Bah, il y a cette entreprise aussi dont je te parle. Le transport. Donc ça, c'est un gros projet. C'est mon projet aux Antilles. Donc j'en parle pas trop en ce moment, mais fin d'année. C'est en train de... Ouais, d'ici la fin de l'année, on va vraiment mettre ça en lumière. On a déjà pas mal de clients qui ont pré-signé. Et c'est un projet qui va un petit peu révolutionner le système logistique sur la Caraïbe. Sur la Caraïbe. Et qu'on pourra en plus dupliquer en Afrique. Magnifique. En principe. Parce Ouais. que c'est les mêmes problématiques. C'est la même problématique. C'est Ok, les mêmes. parfait. Pour un peu terminer notre échange, merci déjà pour toute la valeur que tu nous as, Merci que à tu nous as proposé, que tu nous as délivré. Franchement, c'est top. Est-ce que tu as un dicton, un petit conseil, une petite phrase un peu
que tu répètes à tes proches et aux personnes à qui tu conseilles? Ouais, bah, c'est des phrases toutes faites, hein, mais, Ouais, mais c'est toujours important non, d'entendre. ouais, moi juste ce que je me dis, c'est que des fois, on peut penser qu'on n'a pas de talent particulier. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de talent, de skills particuliers. Par contre, si, comme je vous dis, vous procrastinez pas Ok, et que vous abandonnez pas, bah, il se passera que des bonnes choses pour vous. Quand il y a des difficultés, il faut juste pas lâcher, quoi. ok, Tu nickel. sais, faut être dur à tuer, quoi, comme on dit. C'est tout. Si vous êtes dur à tuer, à un moment donné, généralement, les gens, ils abandonnent. Ok, C'est plus facile d'abandonner, quoi. bien sûr. Et pas lâcher l'affaire, quoi qu'il arrive, il y aura à la fin un résultat. Il y aura un résultat. Il y a toujours du Il y a toujours un résultat. résultat. Et effectivement, avoir ce type de mindset, on voit en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, ça paye. Et souvent, on parlait des jeunes qui viennent issus de milieux populaires, modestes, de quartier. Ils ont ça en eux. Et donc, il faut qu'ils apprennent sur Ils l'ont déjà, mais ils ne se rendent pas ils se compte rendent pas que c'est compte. l'élément le plus Le plus important. important. Ils l'ont déjà, en fait. Ils pensent que c'est un manque d'argent, etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de sous pour démarrer. Vous pouvez vous former gratuitement. Je regardais Elon Musk même, Elon Musk qui est une référence, qui l'a dit, on peut se former gratuitement. Bien sûr. Vous avez ChatGPT qui est arrivé là, l'année dernière de manière massive, qui est encore plus puissant aujourd'hui. Avec la version 4. Il fait tout. Bien Vous lui sûr. demandez un truc, il écrit tout. Moi, j'écris plus rien. Mes mails et tout. Les mails, bien sûr. Il fait tout. Tu Mais il fais faut de se dire, reformuler, bien sûr. il faut se dire plutôt que mettre 10 balles dans un abonnement Netflix, mets 10 balles sur un ChatGPT+, GPT. et forme-toi comme ça. Ok, bah merci pour les conseils. Merci à toi. Écoute, tu as vu le podcast, il a pour ambition d'avoir une grosse audience. En tout cas, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on trouve que c'est important ce qu'on va délivrer aux gens qui vont le regarder. On leur demande de s'abonner, on leur demande de cliquer, de laisser des messages. C'est le message habituel. N'hésitez pas, parce que on va essayer de vous ramener des invités de qualité comme Charlie. Merci encore une fois à toi. Merci à toi. Et Merci puis, pour l'invitation. n'hésite pas, quand tu es dans le secteur, Bien sûr. on s'appelle, on se Ouais, voit pas de avec souci. grand plaisir. Merci Charlie. Merci à toi. À Et plus tard. salut. Ciao. Ciao.